Un couple fortement uni peut braver toutes les indifférences et même les différences. Vous aurez la preuve dans ce numéro de Matin Bonheur de ce mercredi. Et ce sera surtout dans la thématique famille à côté d'un beau programme qui vous sera réservé pour ce jour. Installez-vous donc bien devant votre poste récepteur et allons-y découvrir la couleur de ce temps qui est en train de changer au fur et à mesure. Et vous aurez aussi le premier point de l'actualité. Bonjour et bienvenue. Mesdames et messieurs, bonjour. Le début de matinée sera marqué par un temps généralement nuageux, accompagné de pluies dans les régions de la bande centrale et du nord. Le temps y deviendra par la suite partiellement nuageux et les régions du sud seront quant à elles intéressées par des passages nuageux accompagnés de pluies tôt le matin avant de faire place à un temps simplement nuageux. Passons aux températures, nous pourrons observer 25 degrés à Bengourou, Abidjan et Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, Boaké, Bouna et Bundiali, 23 à Daloa et Dimbokro, 23 à Gagnoa, 22 degrés à Guiglo, 23 à Korogo, 22 degrés à Mont, 23 à Odiné, 24 degrés à San Pedro, 25 à Sassondra, 24 degrés à Soubré, à Tabou, à Tiasalé, 23 degrés à Touba et 24 à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, on aura un temps relativement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Des formations de cellules orageuses suivies de pluie seront observées dans les régions du sud forestier, de l'est, du centre-est et de l'ouest du pays, en milieu ou en fin de période. Ces cellules orageuses pourraient toucher les zones du littoral est et du nord-est au cours de leur développement et le reste du pays sera partiellement ensoleillé. Passons aux variables, nous pourrons observer 33 degrés à Bengourou, 31 à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 34 à Bondoukou et Boaké, 34 degrés à Bouna, 35 à Bundiali, 33 degrés à Daloa, 33 à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 34 à Guiglo, 36 degrés à Korogo, 33 à Mont, 36 degrés à Odiéné, 32 à San Pedro et Sassondra, 33 degrés à Soubré, 32 à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 34 à Touba et enfin 33 à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis, très belle journée à toutes et à tous. Deux points à développer dans cette nouvelle édition. Bonjour et merci d'être avec nous. Les syndicats des travailleurs vont maintenir le dialogue avec le gouvernement. Ils l'ont exprimé à l'occasion de leur rencontre avec le Premier ministre Patrick Hachi. Des échanges qui ont lieu en prélude à la fête du travail le 1er mai prochain. Franck Akwadio. Le Premier ministre Patrick Hachi reçoit les organisations syndicales et travailleurs de Côte d'Ivoire. Un cadre de concertation sur les questions pratiques de l'organisation de la fête du 1er mai consacrant les droits du travailleur dans un contexte mondial lié à la pandémie à coronavirus. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et nous sommes convenus, au regard des dispositions réglementaires de l'heure liées à la pandémie de la Covid-19, de reconduire le format de l'édition de l'année 2020 qui était un format restreint. Mais cette fois-ci, dans les différentes localités de l'intérieur, les préfets seront instruits d'organiser des commémorations du 1er mai, mais en formule restreinte, pour que, effectivement, dans les jours à venir, dans les années à venir, nous puissions, dans la normalisation, arriver aux commémorations festives grandioses que nous avons l'habitude de faire. Contexte endémique oblige, dispositions particulières et surtout attitudes citoyennes sollicitées par les représentants des travailleurs.
les centrales syndicales de Côte d'Ivoire voudraient lancer un appel aux travailleuses et travailleurs de Côte d'Ivoire, aux résidents en Côte d'Ivoire, pour demander à chacune et à chacun d'aller se faire vacciner. Oui, la vaccination est la réponse scientifique, rationnelle et cartésienne pour stopper net la propagation de la COVID-19 dans notre pays, la Côte d'Ivoire, mais surtout de pouvoir rétablir la normalité et nous permettre de rendre le marché de l'emploi plus prospère, plus dynamique. Un appel aussi à rester mobilisé contre la Covid-19 en respectant ce 1er mai les gestes barrières. Une baisse de la qualité téléphonique et d'Internet est observée en Côte d'Ivoire depuis quelques jours suite à un déficit d'énergie électrique. C'est ce qu'a révélé Mamadou Bamba, président de Unitel, l'association des opérateurs de téléphonie. Le président de Unitel s'exprimait ce lundi après une rencontre des acteurs du secteur de la téléphonie avec le ministre du tutelle, Roger Félix Adom. Le point de Éric Goré. Liaison téléphonique perturbée, connexion difficile depuis un certain moment. Cette situation crée d'énormes préjudices dans tous les domaines d'activité. C'est pour régler efficacement la question en recherchant les causes réelles que le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Adom Roger, a eu une séance de travail avec les directeurs généraux des entreprises de téléphonie mobile. Quelles sont les causes de ces perturbations? C'est comme une voiture qui doit rouler. Ben, si elle route, elle a besoin de route et elle a besoin de carburant. C'est la même chose pour nos réseaux. Nos réseaux ont besoin de route et ont besoin de carburant. Et leur carburant, c'est l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, ben, la voiture tombe en panne. Donc nos réseaux tombent actuellement en panne à cause du déficit d'énergie qu'on rencontre depuis quelques semaines. Adom Roger a dit sa disponibilité et celle du gouvernement à faire en sorte que tout revienne à la normale. On a identifié les causes et on essaiera de faire dans la mesure du possible, que les opérateurs feront dans la mesure du possible, de faire en sorte que les impacts, les difficultés que nous rencontrons soient les plus minimes, enfin le moins possible pour les utilisateurs de ces réseaux-là. Permettre aux populations de communiquer avec le monde à tout moment fait partie des priorités de l'État de Côte d'Ivoire, qui, sans relâche, met en œuvre sa mission d'assurer le bien-être à toutes les populations, où qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. L'actualité du retour à 7 h. Merci beaucoup à Régis Kofi. Voilà pour ce premier point de l'actualité. Dans Matin Bonheur, il ouvre aussi cette émission. Je l'ai dit, vous aurez un beau programme, messieurs, jusqu'à 8 h. On va faire le tour de plusieurs sujets qui vont vous permettre, un tant soit peu, d'approfondir vos connaissances sur certains aspects qui entourent notre quotidien. Allez, la suite dans cette émission avec l'actualité, c'est la revue de presse qui revient. Il est avec nous, Mr. Renaud. Bonjour. Bonjour, Joël. Alors, première information, célébration de la fête du 1er mai, le chef du gouvernement en phase avec les syndicats. Oui, c'est ce que barre à sa une le Patriote, selon le confrère, en prélude à la célébration de la fête du travail qui se tiendra dans 72 heures. Le Premier ministre et les associations syndicales des travailleurs de Côte d'Ivoire se sont parlé. Il ressort de ces échanges que les deux parties se sont accordées sur un certain nombre de sujets qui vont dans le sens de l'amélioration du bien-être des travailleurs ivoiriens. Plus de précisions dans le Patriote. Et on parle politique à présent, l'heure n'est plus à la sérénité au PDCI. Oui, c'est ce que barre à sa une Soir Info, selon lequel d'importantes figures du parti sont sur le point de le quitter. À l'origine de cette situation, selon le confrère, les nouvelles instances lancées par Henri Konan Bédié qui ont semé ce qu'il qualifie de pagaille et d'injustice vis-à-vis de fidèles lieutenants tels que Maurice Kakogi Kaoué. Et à en croire Soir Info, le mouvement de mécontentement suscité par ces nouvelles instances risque de fragiliser la première formation politique
ivoirienne. Et après sa mise à l'écart des instances de décision du PDCI, le secrétaire exécutif en chef n'entend pas se laisser faire. Oui, tout à fait. Maurice Kakou Gikawi a décidé d'engager le bras de fer contre ses pourfendeurs et partant contre Henri Konan Bédié après l'installation des nouvelles instances du parti. Selon Le Matin, au dire du quotidien, le secrétaire exécutif du PDCI martèle que son département fonctionne et qu'il est bien à son poste. De leur côté, ceux qui sont à l'origine de la fronde contre lui n'en démordent pas et pour le démontrer, hier, ils ont boycotté la réunion du secrétariat exécutif. Plus de précisions dans Le Matin. Et tout en suivant vos mots, l'on peut dire que chacune des instances du PDCI fonctionne normalement. Oui, c'est ce qu'indique le Nouveau Réveil en lançant à sa une qu'Henri Konan Bédié fait mentir les faux prophètes. Selon le journal proche du vieux parti, tout ce qui se raconte au sujet des nouvelles instances qui ont été mises en place relève de l'affabulation. Les organes du parti ont chacun des objectifs précis avec un but commun qui est l'animation de la vie du PDCI, martèle le Nouveau Réveil. Et pour étayer ses propos, le quotidien indique que le secrétariat exécutif continue de mener ses activités et à ce sujet, il indique que Maurice Kakou Gikawi, à qui il a ouvert ses colonnes, a tenu une rencontre hier avec les principaux responsables du parti septuagénaire. Et après près de 10 années d'exil, des pro-Gbagbo rentrent en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Ce retour s'inscrit dans l'élan de l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Blé Goudé par la CPI et aussi de l'accord du chef de l'État pour leur retour en Côte d'Ivoire. Au nombre des personnalités qui fouleront à nouveau le sol ivoirien ce vendredi 30 avril, jour annoncé pour ce grand retour, figurent notamment Koné Katinan, Damana Picasse et Koudou Jeannette, sœur de l'ex-chef d'État. Et à en croire l'expression, le retour de Laurent Gbagbo diviserait ses partisans. Et on change de sujet. L'UNJCI signe une convention avec des promoteurs immobiliers. C'est ce que révèle Soir Info. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire s'est engagée avec 7 opérateurs immobiliers ce mardi 27 avril afin de mettre à la disposition des journalistes des terrains nus avec arrêté de concession définitif et aussi des maisons en location-vente. Et selon le confrère, les superficies de ces terrains sont entre 125 et 500 mètres carrés pour des coûts allant de 1 à 5 millions et ils sont situés dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire telles que Yamoussoukro, Abidjan, Jacquesville, Bonois ou encore Songon et Dabou. Et c'est pour les maisons, elles sont accessibles au prix de 30 millions de francs CFA. Et 7e information pour terminer, les travaux de rénovation du pont Félix Houphouët-Boigny sont presque achevés. Oui, c'est l'annonce faite ce lundi par la coordonnatrice du secrétariat technique du C2D en réflexion depuis plusieurs mois. Ces travaux, à en croire ces dames, seront bouclés au mois de juillet 2021, permettant à la circulation de redevenir normale sur l'un des 3 grands ponts du district d'Abidjan. Et concernant l'inauguration de l'ouvrage, Mme Léa Diaté a indiqué, selon les Fogdromes, qu'elle est prévue pour la fin de l'année 2021. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de ce jour. Renaud, merci. Qui va se retirer et qu'on va retrouver avec beaucoup de plaisir encore demain pour feuilleter les pages de nos différents quotidiens. La suite d'une belle femme pour parler d'un beau sujet, le marché de la beauté en Afrique francophone. On en parle aujourd'hui avec Mme Aminata Thior, c'est notre invitée actu de ce jour et bien la fondatrice de Setelma. C'est un média spécialisé destiné à l'information dans le domaine de la beauté en Afrique francophone. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Super bien. On est là, on vous reçoit avec beaucoup de plaisir. Alors, on parle du marché de la beauté en Afrique francophone. Oui. Pourquoi un tel accent sur un tel sujet? Parce que quand on parle de beauté ou de business dans le domaine de la beauté et des cosmétiques, on pense automatiquement à l'Afrique anglophone, oubliant que l'Afrique francophone est aussi un marché aujourd'hui qui connaît un boom et il faudrait se retourner un peu pour voir qu'est-ce qui se passe sur ce marché-là en termes d'entrepreneurs qui existent, qui créent des emplois, mais aussi en termes d'opportunités. Donc du coup, nous, chez Setelma, on ne voulait plus que les gens continuent de dire que le marché de la beauté en Afrique francophone était un petit marché, alors qu'à côté, quand on a fait les estimations, on a vu que d'ici 2025, c'est un marché qui va passer à 9 milliards d'euros. Donc voilà, c'est plus un petit marché et il faut le prendre au sérieux. Bien sûr, avec ce que nous voyons aussi. À quel moment il y a eu le déclic? C'était une continuité, j'ai envie de dire. Ça fait près de 4 ans pardon, que nous existons, un média spécialisé dans le domaine de la beauté, que nous interagissions avec les acteurs du domaine, avec les consommateurs. Et il y avait ce besoin, ce manque de données quantitatives et qualitatives. Et du coup, c'était
limite une urgence de faire ce rapport pour documenter ce secteur-là. Donc c'est une urgence depuis que cet allemand existe. Oui. C'est juste que c'est aujourd'hui qu'on a les données du marché et que du coup qu'on a publié ce rapport-là. Quelles sont ces données-là? Plusieurs choses. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est des données quantitatives, les chiffres du marché. Oui. Et ça, sur plusieurs segments, à savoir le maquillage, le skincare, c'est-à-dire les produits pour les soins visage, les produits, les parfums de grandes marques, oui, et les produits capillaires naturels. Et du coup, on a vu qu'en 2020, le potentiel du marché en Afrique francophone sur ces 4 segments était de 5 milliards d'euros et qu'en d'ici 2025, ça va passer à 9 milliards. Ça, c'est des chiffres quantitatifs. Oui. Les autres informations, c'est des informations qualitatives, c'est-à-dire des informations qui nous permettent de connaître les subtilités du marché, connaître les besoins des consommatrices, l'impact des influenceurs ou influenceuses sur le marché de la beauté et cosmétique, oui, les difficultés du marché, les opportunités qui ne sont pas encore assez explorées. C'est tous ces éléments-là qu'on retrouve dans le rapport aussi. Oui, alors avant de poursuivre avec quelques détails pour mieux comprendre ce rapport, petite question rapidement, c'est un marché qui concerne plus les femmes que les hommes? Plus les femmes. Plus les femmes. Plus les femmes, mais par contre, les hommes sont également intéressés, cependant, ils sont négligés par les acteurs de la beauté et cosmétique. C'est-à-dire, aujourd'hui, sur le marché, il y a un besoin... Enfin, les hommes ont besoin de produits pour la barbe, par exemple, oui, ont besoin de crème, mais ils ne sont pas assez ciblés par les acteurs. Et du coup, dans le rapport, on dit que c'est une niche. La partie homme, c'est une, oui, niche qui n'est pas aujourd'hui assez suffisamment explorée par les acteurs, les entreprises de la beauté. OK, on comprend mieux. Alors, dans le rapport, vous indiquez que le marché de la beauté est bien sûr les segments de skincare, par exemple, de maquillage et même de parfumerie et de produits capillaires. Bien, ce rapport indique que ce marché-là sera de 9 milliards. Vous l'avez indiqué aussi tout à l'heure, d'ici à 2025. Donc, avec un tel chiffre, pourquoi ce secteur est si défavorisé encore en Afrique? Beaucoup de choses, beaucoup de raisons qui expliquent ça. Même si aujourd'hui, quand même, ça s'est beaucoup amélioré par rapport à quelques années où ce secteur était vraiment dévalorisé. Mais pourquoi ça? Pour plusieurs raisons. Parce que c'est de la méconnaissance. Okay. Les gens associent beauté par échec scolaire. Il y a une certaine époque où les femmes ou les hommes qui se lançaient dans le domaine de la beauté, c'était des gens qui n'avaient pas forcément réussi à l'école. Alors qu'aujourd'hui, la donne a changé. Aujourd'hui, on voit certes des acteurs qui ont fait tout leur cursus dans ce secteur de la beauté, mais surtout des hommes et des femmes qui se sont reconvertis, des médecins qui se sont reconvertis, des experts comptables, des ingénieurs qui se sont reconvertis dans ce secteur-là. Et ça change la donne, ça donne une nouvelle image que les gens ne prennent pas en compte. L'autre chose qui fait que, donc, la méconnaissance, oui, qui fait que ce secteur est dévalorisé. Deuxième chose, une des autres raisons, c'est toujours la méconnaissance qui fait que les gouvernements, les investisseurs ne se retournent pas dans ce secteur. Mais ça, c'est plus une méconnaissance business. La première, c'est une méconnaissance de la société qui a un regard dévalorisant sur ce secteur. Oui. Mais là, c'est une méconnaissance du point de vue business. Les investisseurs ou les gouvernements africains ne voient pas ce secteur comme un secteur créateur d'emplois. Et pourtant, c'est un véritable business. Absolument, absolument. En matière de formation, en matière de maquillage professionnel, qui est un segment, un métier aujourd'hui qui s'est fortement développé, où on voit de plus en plus de make-up artistes africains, oui, qui maquillent dans des films internationaux, ou dans des théâtres, ou dans des publicités. Pareil, où on voit aujourd'hui des instituts de beauté en Afrique aux standards internationaux. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple? Les marques de cosmétiques. Oui. On assiste aujourd'hui à un véritable boom sur ce segment, un produit capillaire naturel ou bien un produit skincare naturel. On en voit même partout, dans nos centres commerciaux, dans nos quartiers, dans nos rues. Absolument, absolument, oui. Aujourd'hui, tout le monde se lève et crée sa marque, mais à côté, il y a de véritables marques de cosmétiques qui ont une vraie histoire, une vraie vision, qui proposent des produits de qualité sur ce marché-là. Et ces marques africaines se partagent le marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique francophone avec les grandes marques de cosmétiques. Et donc voilà, ces femmes-là, parce qu'en général, c'est plus des femmes qui dirigent ces marques-là, oui, il faut les accompagner, en faire des championnes nationales, ensuite continentales, ensuite les aider pour qu'elles exportent leurs produits, pour qu'ils soient utilisés partout dans le monde.
comme on a aujourd'hui beaucoup de produits qui nous arrivent d'ailleurs. Bien sûr. On va dire de Dakar à Djobour, en passant par Addis Abeba et tout, nous avons ces hommes et ces femmes, ces Africains-là qui essaient de percer dans ce domaine-là. On fait un petit coucou à LR, hein. C'est une Ivoirienne qui est make-up artiste, voilà, qui travaille même pour des films en Europe. Absolument. Et c'est une véritable fierté aussi pour notre pays. Alors, on était rapidement dans des solutions, accompagner ces femmes et ces hommes et tout. Comment est-ce qu'on peut véritablement changer la donne? Alors, déjà, les accompagner, en général, on pense automatiquement au financement. Oui, c'est important, tout le monde a besoin de financement, mais surtout, les accompagner dans tout ce qui est leadership, les accompagner à trouver, à mieux structurer leur entreprise, qu'elles se détachent de... Enfin, en général, c'est leur bébé. Oui. Enfin, voilà, enfin, mais... qu'on arrive à faire des programmes pour faire en sorte qu'elles voient ça comme une véritable entreprise avec, comment dire ça, des directions, des équipes dédiées à chaque tâche, parce qu'aujourd'hui, elles ont... Avec tous les leviers pour pouvoir faire avancer le business. Elles ont tendance à tout faire elles-mêmes et c'est pas possible. C'est des passionnés en général et les passionnés, c'est des créateurs, elles sont plus à l'aise dans la création, la production de produits que dans... la communication, que dans le marketing ou autre chose. Donc, du coup, avoir de véritables entreprises bien structurées où chacun fait gère son business, son activité, en fait, oui. Bien. Donc, l'accompagnement, ensuite le financement, et l'autre chose qui est très importante, et là je parle des marques, parce qu'il y a d'autres secteurs, d'autres segments beauté. Comment on pourrait accompagner les marques? C'est les aider à normaliser leurs produits pour que ça soit exportable, que ça soit vendu à l'international. Et pour cela, il faut que leurs produits respectent les normes internationales. Et c'est hyper important. Aujourd'hui, on parle de retour au naturel. On est en Afrique où des femmes ont de la matière première, ont le savoir-faire, mais par contre, les produits ne peuvent pas être utilisés ou vendus à l'international. Pourquoi? Parce que ça manque encore de normalisation. Et ça, pour moi, il faut qu'elles se mettent ensemble. Ça, c'est un prérequis. Oui. Mais aussi, il faut qu'elles soient aidées par les gouvernements africains à dépasser tout le processus administratif qui pourrait les ralentir. Et ça, c'est une urgence aujourd'hui. C'est une urgence. Soit les Africains le font, soit d'autres le feront à notre place et on n'aura pas à se plaindre. Alors, on a du maquillage, on a de la parfumerie, on a des produits capillaires, on a du skincare qui sont des soins pour la peau. Hein. Oui, les skincare, oui. Les skincare, voilà. Ouais. Ok, merci pour la précision aussi. Alors, quel est le secteur de ce marché le plus sollicité en Afrique francophone? Les quatre, c'est les quatre. Les quatre où on a mis l'accent, c'est le maquillage, c'est les produits capillaires naturels, produits capillaires, donc les cheveux, oui. C'est les parfums de grandes marques et c'est le skincare. C'est aujourd'hui les 4 segments où les consommatrices africaines francophones dépensent le plus d'argent. Merci, consommateur aussi, je vais me mettre dedans. J'ai dit consommatrices parce que dans ce rapport, on a vraiment fait un focus sur les consommatrices du marché, leurs besoins, qu'est-ce qu'elles recherchent, enfin tout ça. Mais je suis d'accord, dans la partie niche, on dit que les hommes sont assez négligés, alors qu'il y a la demande. Ben oui, nous sommes là. Moi, j'utilise des produits pour la barbe et tout, des produits qui me permettent de ne pas avoir de boutons et tout, vraiment qui soulagent aussi. Oui, absolument. Ouais. Et on est à l'ère des réseaux sociaux. Les jeunes hommes aussi, enfin, ça change en fait. Avant, les hommes ne s'étaient pas forcément concentrés sur ce secteur. Aujourd'hui, peut-être que... Enfin, avant, c'était moins visible, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est plus visible. Le besoin est là, ils font la demande, c'est juste qu'il n'y a pas encore l'offre. Merci beaucoup pour tous ces mots. Eh bien, Aminata Thior, on rappelle qu'elle est fondatrice de Setelma. C'est un média spécialisé destiné à l'information dans le domaine de la beauté en Afrique francophone. Voilà, ce fut un véritable plaisir. Partagé. On aura encore d'autres occasions comme ça pour échanger sur ce qui nous concerne. Ça marche. Bonjour à tous, on démarre avec cette brève. Au Burkina Faso, des attaques meurtrières ont été menées dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 avril contre des villages de la commune de Seitinga, dans le nord du pays, faisant une dizaine de morts selon le gouvernement, une quinzaine selon un élu local.
Une semaine après la mort du président Idriss Déby, l'opposition au Tchad a appelé à des manifestations mardi, au lendemain de la nomination par la junte d'Albert Pahimi Padaké au poste de Premier ministre. Au moins 5 personnes sont décédées lors de rassemblements sporadiques interdits par les militaires au pouvoir. Réaction. On est fatigué de la monarchie du Tchad. On est fatigué. On veut juste que la France nous libère de ce problème. Justement, lors d'une déclaration conjointe avec le président de la République démocratique du Congo, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, le président français Emmanuel Macron a souligné qu'il n'est pas pour un plan de succession au Tchad. C'était ce mardi au palais de l'Élysée en France. Suivant. Avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation, en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Le temps est venu de lancer un dialogue politique national, ouvert à tous les Tchadiens. C'est ce qui est attendu aujourd'hui du Conseil militaire de transition et c'est la condition même de notre soutien. On reste en France, le pays qui est submergé par la 3e vague du coronavirus. La réanimation de l'Institut mutualiste Montsouris à Paris est presque à saturation depuis plusieurs semaines, laissant les soignants éreintés sans perspective de répit. Réaction. À ce jour, nous sommes à peu près à 60% de déprogrammation par rapport à notre activité normale. Ce qui a été déprogrammé en priorité, c'est ce qu'on appelle la chirurgie fonctionnelle, c'est-à-dire la chirurgie où le fait qu'un patient attende quelques semaines pour être opéré n'est pas préjudiciable pour l'évolution de sa maladie. Bien sûr, ça induit de gros problèmes, des gros problèmes organisationnels au sein de l'hôpital, beaucoup de frustration dans les équipes chirurgicales. Donc, vous dire que c'est tenable, oui, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Une fois la tempête passée, c'est clair qu'il faudra prendre en charge les patients qui n'ont pas pu être opérés de maladies cardiovasculaires sévères ou de cancérologie. Et c'est malheureusement à craindre, malgré tous les efforts qui sont faits, que certains patients soient opérés à des stades plus évolués de leur maladie initiale, ce qui laisse malheureusement envisager des suites post-opératoires un peu plus compliquées qu'antérieurement. Notre sentiment, c'est que les patients sont plus jeunes qu'ils l'étaient lors des 2 vagues précédentes, il y a 1 an et au mois d'octobre-novembre. Ils sont plus vite, plus graves, puisque souvent le parcours c'est oxygène à haut débit et souvent ça ne marche pas, on est obligé de les intuber, de les ventiler, de les mettre sur le ventre. C'est un geste et une technique qui peut sauver. Dans cette école à Strasbourg, les classes sont équipées de capteurs sur la qualité de l'air. Quand les voyants virent au rouge, enseignants et élèves aèrent les salles. Un très bon réflexe en période de Covid. Regardons. De toute façon, avant le Covid, avant les problèmes sanitaires qu'on avait, les fenêtres étaient déjà régulièrement ouvertes. Parce que c'est important d'avoir quand même de l'air frais. Si la salle est surchauffée, les enfants en fait s'endorment en classe tout simplement. Ils ont un peu tendance à se reposer comme s'ils faisaient la sieste. Donc quand on aère, ça redonne un coup de vif, d'air frais tout simplement. Et on termine avec du football, Ligue européenne des champions. Pas de vainqueur dans la première demi-finale entre le Real Madrid et Chelsea. Les 2 équipes se sont quittées sur un nul, 1 but partout. Match retour dans une semaine. À suivre donc ce soir la 2e demi-finale qui oppose le Paris Saint-Germain à Manchester City. Très belle journée à vous. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Je vous laisse avec Anjoal pour la suite de Matin Bonheur.
Merci beaucoup à Régis. Kofi, et puis excellente journée. Ce sera l'heure pour lui du café et tout, et puis un petit repos avant de reprendre les activités. Allez, info animateur maintenant à vous proposer, quelques infos à vous donner, juste avant de recevoir nos différents invités et échanger sur des sujets qui nous concernent. Alors, nous sommes aujourd'hui le 28 avril. Nous disons bonne fête à tous les Valérie. Voilà, toutes les personnes qui se prénomment Valérie. Et prénom du matin nous emmène dans ce magnifique pays lusophone d'Afrique, c'est l'Angola. Et si vous avez une fille, vous pouvez l'appeler, voilà, la carte de l'Angola qui est là. Si vous avez une fille, vous pouvez l'appeler Tola, qui veut dire prospère, et un garçon, Nkrumah, qui veut dire tout simplement 9e enfant. Journée mondiale. Aujourd'hui, donc, journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Depuis 1996, eh bien, le 28 avril, le mouvement du syndicat mondial, en collaboration avec l'OIT, célèbre partout dans le monde cette journée sur la sécurité et la santé au travail qui a pour objectif de promouvoir la culture de la sécurité au travail, aspect très important. Une occasion pour ce mouvement mondial de rendre hommage aux victimes des accidents et des maladies du travail. Aujourd'hui, l'anniversaire, nous allons célébrer un créateur de mode, Alpha Doumbia, qui a 1 an de plus aujourd'hui, voilà, de la maison Samara. C'est celui-là même qui nous habille avec cette très belle chemise que nous arborons avec beaucoup de plaisir. Joyeux anniversaire, pardon, à toi, cher Alpha Doumbia Samara. Voilà, le proverbe du jour. Le monde aura beau changer, les chats ne pondront jamais. Il faudrait méditer là-dessus tout au long de cette journée. Allez, appel WhatsApp et juste après, coaching. Coucou, mon nom c'est Aïssatou Diallo. Voilà, le matin quand je me réveille, je vais me laver. Quand je finis de me laver, eh ben, je me brosse les dents et quand je finis tout ça, je fais ma prière. Et après avoir fini de faire ma prière, je prends le petit déjeuner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Rituel matinal avec une fidèle téléspectatrice. Voilà, vous êtes nombreux comme ça à aimer Matin Bonheur et vous nous donnez la force d'être là chaque matin pour vous faire plaisir. Allez, coaching maintenant avec le docteur Serge Kokounion. Notre sujet d'aujourd'hui fait l'objet d'une journée mondiale célébrée chaque 25 mars, lancée en 2010 par David Ekanville, fondateur de la maison d'édition. Aujourd'hui, nous parlons de la procrastination, un comportement qui peut être perçu comme séduisant à bien des égards, mais qui peut devenir pathologique et difficile supportable pour, bien sûr, notre entourage. Et nous dira tout sur, bien sûr, ce sujet d'aujourd'hui. Bonjour, Dr Serge Kokounion, coach en développement personnel. Bonjour, Angeval. Vous allez bien? Super bien. Vous avez fait comme moi, il y a une pochette. Tout à fait. Ouais. Par télépathie, on s'est parlé. Que doit-on comprendre par procrastination, pardon. Moi, j'ai parlé de comportement. C'est ça. Alors, la procrastination, déjà dans sa définition, se rapporte... Il y a deux mots qui constituent le thème. Pro, qui veut dire en avant, et puis crastinus, qui se rapporte au lendemain. Donc, c'est la tendance à remettre systématiquement au lendemain ce qui devrait être fait maintenant ou ce qui devrait être fait aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que cela peut être présent dans tous les domaines dans tous les aspects de notre vie? Oui, avant d'y revenir, déjà, il faut savoir que la tendance à remettre à demain n'est pas toujours négative. Ah, ok, merci pour la précision. Parce que je prends l'exemple d'une personne qui est le comptable ou trésorier d'une organisation, d'une association, et puis un frère vient lui parler d'une opportunité d'investissement dans laquelle il doit mettre l'argent maintenant. Alors, si ce dernier-là se dit, c'est vrai, c'est une opportunité, mais en même temps, l'argent que j'ai n'est pas à moi, je vais réfléchir, il est en train de remettre à demain sa décision. Là, il est en train de sauver son association en quelque sorte. Bien sûr. Il y a des situations où remettre à demain n'est pas systématiquement négatif. Là où ça pose problème, c'est lorsque ça devient habituel.
et que ça a un impact significatif sur les choses où nous sommes attendus, sur nos projets personnels, entre autres. Alors, il y a différents domaines d'impact. La procrastination peut toucher au minimum 6 domaines, à commencer par le domaine des projets personnels, les projets que nous avons. Une personne peut avoir pour projet de se lancer dans la création d'une organisation non gouvernementale, un projet qui lui tient à cœur depuis des années. Et puis, le fait qu'elle se dise « Oh, j'ai encore le temps », elle ne passe pas à l'action. Et le temps ne nous appartient pas. Les années passent. Les années passent, justement. On a tendance à fêter les anniversaires pour dire « Ah, merci Seigneur, j'ai 1 an de plus ». Mais ce qu'on oublie de mentionner, c'est qu'en fait, c'est 1 an de moins sur le temps qui nous reste à passer. C'est clair. Voilà, donc il y a déjà l'impact sur les projets personnels. Le second domaine qui peut être touché par cette tendance à remettre à demain, c'est le domaine professionnel. J'ai rencontré il y a de cela quelques années un monsieur qui m'avouait, après avoir lu l'un de mes livres qui a pour titre « Devenir la meilleure version de soi-même », qu'il avait manqué d'importantes opportunités à cause de cette tendance-là. Pourquoi? Il s'était dit qu'il lui fallait apprendre l'anglais. Et chaque fois, il se disait « Bon, je vais le faire après, je vais le faire après, je vais le faire après », jusqu'à ce qu'une opportunité se présente qui pouvait lui permettre de doubler, voire même tripler son salaire. Mais malheureusement, il a manqué cette opportunité parce qu'il n'avait pas le niveau d'anglais requis pour pouvoir saisir l'opportunité. Donc, cette tendance à remettre à demain les formations qu'on doit faire pour avancer dans notre carrière professionnelle finit par nous coûter beaucoup plus cher que ce qu'on pense. Le troisième domaine qui peut être impacté, c'est le domaine du business. Quand on est en train d'entreprendre ou de faire un business, il y a une célérité qui est attendue de la part de certains clients dans le traitement des requêtes et même dans la tendance à saisir les opportunités. Puisque des opportunités vont se présenter, il faut qu'on puisse être réactif pour pouvoir les saisir. Généralement, quand on n'est pas réactif en termes de saisie d'opportunités, on finit par se mordre les doigts. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans un livre saint, il est dit que celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais les gens diligents s'enrichissent, la main des diligents s'enrichissent. Agir avec diligence, c'est faire quoi? C'est agir rapidement et efficacement. Le quatrième domaine qu'on pourrait évoquer, c'est celui des relations. Les relations interpersonnelles. Prenons le cas d'une personne qui est dans un couple avec une autre qui est en relation de couple et qui n'a pas officialisé les choses. Et qui dit, bon, d'ici la fin de l'année, je vais aller me présenter officiellement ou alors je vais aller faire les démarches nécessaires pour qu'on puisse être dans une relation plus officielle. Oui. Et il remet à demain, les années passent, il ne passe pas à l'action. Les années passent, il ne concrétise pas ce projet-là. Ça décourage l'autre et puis la relation peut battre de l'aile. Elle est fatiguée d'être étudiée. Voilà. Une étude postdoctorale. Franchement, PhD, tout ce qu'on veut. Voilà. Et justement, cette tendance à remettre à demain fait qu'on ne tient pas parole. Et puis, ça épuise un peu, ça brise la confiance. Oui. L'autre aspect, ça va être au-delà de nous-mêmes, notre santé. Je connais quelqu'un qui, par exemple, a commencé à faire les symptômes d'un diabète. C'est-à-dire polyphagie, polyurie, polydipsie, c'est-à-dire il mange beaucoup, il boit beaucoup, il pisse beaucoup, mais il ne grossit pas, amaigrissement. Il a constaté que ces symptômes étaient présents. On lui suggérait de faire des bilans. Et il prenait son temps. Et généralement, on a tendance à remettre à demain sur des examens de santé qu'on doit faire. On sait qu'on doit le faire, mais on se dit après, jusqu'à ce qu'on soit transporté d'urgence à l'hôpital. Voilà. Donc, il y a plusieurs domaines qui peuvent être touchés comme ça en rapport avec la procrastination pour dire que c'est une attitude qui est transversale. Bien sûr, avec ce que vous avez cité, on remarque que c'est un gros tout. Ouais. Et qu'il faudrait véritablement faire attention. Qu'est-ce qui pourrait nous inciter à remettre à demain sans cesse? On aimerait savoir, c'est quoi la petite cause, c'est quoi cette envie-là? Alors, je ne sais pas qu'il y a une petite cause, mais il y a plusieurs facteurs, plusieurs facteurs qui incitent à remettre à demain. L'un des premiers, des plus importants, c'est la peur. OK. Oui, la peur de faire quoi ou pourquoi est-ce que je mentionne la peur? Généralement, la peur est une émotion qui immobilise. La peur va faire qu'on va se dire, si je passe à l'action et que je ne suis pas à la hauteur, donc la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer, la peur d'avoir honte,
va pousser quelqu'un qui a un travail à faire à reporter. Et je prends l'exemple d'une personne que j'ai connue qui était en thèse de doctorat et qui traînait à faire ce travail-là, à rédiger sa thèse. Pendant plusieurs années, cette personne l'a traîné et puis un jour, je lui propose, mais est-ce que tu veux qu'on en discute? Il accepte et on se voit pour discuter de pourquoi est-ce que... Pourtant, tous les éléments sont là. Il peut commencer à rédiger, mais pourquoi est-ce que tu mets autant de temps? Et là, je découvre que cette personne, malgré le fait qu'elle n'avait pas encore soutenu sa thèse, avait eu une activité quelque part qui était assez intéressante. Du coup, elle craignait le fait qu'en soutenant, et que quand l'information va parvenir aux gens dans l'environnement où elle se trouve, on dise « Ah, mais depuis là, c'est maintenant, la personne soutient. » Donc, à cause de cette honte ou l'anticipation de cette gêne-là, la personne remettait à demain chaque fois ce qu'elle devait faire maintenant. Donc, au-delà de la peur, il y a le manque de confiance en soi. Parce que, je l'ai dit la dernière fois sur le plateau, la confiance en soi se rapporte à la conscience de notre capacité à faire les choses, donc la reconnaissance de notre capacité. Donc, lorsqu'on ne se croit pas suffisamment compétent ou capable de passer à l'action ou de réussir dans un projet, on aura tendance à reporter. Une troisième cause qui peut influencer qui peut être à la base de cette tendance, c'est la difficulté à s'organiser soi-même. La difficulté à identifier ce qui est prioritaire et ce qui est urgent. On a tendance, quand on n'a pas les connaissances nécessaires ou quand on n'a pas l'habilité de le faire, à tout mettre dans un fourre-tout et puis on se lance tout de suite dans l'activité, on n'a pas organisé les choses. Du coup, on est pris nous-mêmes dans tout ce qu'on avait prévu faire sans pouvoir arriver au bout. Un autre élément qui influence la procrastination, et ça peut paraître bizarre, hein, c'est le fait d'avoir eu des succès antérieurs avec cette habitude-là. Par exemple, une personne qui, au lieu de préparer, je prends par exemple une émission de ce genre, au lieu de préparer l'émission longtemps avant, va se dire, bon, la dernière fois, l'émission devait commencer à 7h ou 6h. Je me suis préparé à partir de 6h30 ou bien 5h30 et j'ai fait une belle émission. C'est un succès. Donc, je me dis que je peux rester dans cette tendance-là et puis attendre encore et en fin de compte, je peux réussir l'émission alors que j'ai très peu de temps de préparation. Un peu ce qui arrive aux étudiants. Ils accumulent les cours et puis quand les périodes de compo arrivent, on se dit oh, en 3 jours, je peux bosser ça. Parce que l'année dernière, en 3 jours, j'ai bossé, j'ai eu quand même la moyenne, je suis passé, donc je peux refaire cet exploit-là. Et c'est justement ce qui conduit les gens à garder le pli de cette habitude. Il y a également la déception. Lorsqu'on a été dans une activité ou alors on s'est lancé dans un projet et qu'on a été déçu, on n'a plus envie de fournir les efforts qu'il faut, c'est-à-dire d'agir avec diligence pour mener à bien les responsabilités qui sont les nôtres. Donc, on aura tendance à remettre à demain. Et le dernier facteur, c'est le fait de ne pas se sentir à sa place. On ne peut pas demander à un poisson de grimper à un arbre. Naturellement, il ne se sentira pas compétent, il ne se sentira pas à son aise. Ça ne concerne même pas. Voilà. Donc, quand on est dans un corps de métier où on ne se sent pas à sa place, naturellement, on n'a pas envie de faire les choses avec célérité. On n'a pas envie de se donner. De se donner, donc on aura tendance à remettre à demain parce qu'on n'est pas à l'aise là où on est. Voilà. Donc il y a tous ces facteurs-là qui peuvent être à la base de ce comportement. C'est tellement simple et souvent on ne s'en rend même pas compte. Hein. On a eu une fois peut-être, je sais que les testateurs vont dire « Ah oui, c'est vrai, je l'ai fait aussi. Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, mais pourquoi? Ah bon, demain je vais faire. » Ça c'est pas un problème. Et c'est simple, mais pourtant, c'est quand même un griffe dangereux. Alors, je dirais qu'au-delà même d'être simple, c'est aussi une tendance qui peut paraître naturelle. Ça peut paraître tellement naturel. Naturel, merci pour le mot. Et il y a des conséquences qu'on subit lorsqu'on se plaît à demeurer dans cette tendance ou dans ce comportement. Les conséquences me paraissent être de 3 ou 4 ordres. Le premier, c'est que ça va toucher notre rapport au temps. Quelqu'un qui garde l'habitude de procrastiner va avoir un rapport au temps qui est celui de l'urgence. Il sera toujours dans l'urgence, toujours pressé, toujours en retard, toujours en train de faire les choses à la dernière minute.
Et vous entendrez cette personne-là dire ah, non, en ce moment c'est chaud, hein, il faut que je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là-dedans. Justement, quand on dit qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a tous 24 heures, il n'y a pas quelqu'un qui a beaucoup plus de temps que l'autre. Donc, tout est une question de la façon dont on s'organise. Et deuxièmement, deuxième niveau de conséquence, ça va être sur notre estime de soi. Parce que lorsqu'on a tendance à remettre sans cesse au lendemain, on regarde nos projets, les projets qu'on n'a pas accomplis, toutes ces choses qu'on avait voulu faire et que malheureusement, on n'a pas eu le temps ou la bonne attitude de faire pendant qu'on devait le faire, on est déçu parce que ces projets-là sont là, ils nous regardent. On a tout un tas de projets inachevés qui sont là, qui sont dans le placard. Et quand quelqu'un passe à l'action et réalise ces projets, on se dit, ah, moi-même, j'avais cette idée-là. Ça, c'était mon projet, ça. Ah, oui, c'était mon projet. Je tenais à ça. Et généralement, vous voyez, les gens qui fonctionnent comme ça, ils ont tendance à dire, ah, je vais m'associer avec vous pour lancer. Non, on ne s'associe pas avec quelqu'un. Ça va lancer, ça va lancer. Donc, voilà, il va avoir un impact sur notre estime de soi. On sera déçu de nous. On aura tendance à se blâmer pour dire, moi-même, ce n'est pas la peine. Je commence quelque chose, je ne termine pas. J'ai tout un tas de projets qui n'avancent pas. Il y a la tristesse qu'on entretient. Et la troisième conséquence, ça va être un stress. Un stress qu'on va vivre parce que justement, on est tout le temps sous pression, on n'est pas bien organisé, on est tout le temps en train de courir partout. Et comme on est en train de courir partout, non seulement on n'a pas le temps pour nous, mais on est constamment stressé. Le stress est une réaction normale de l'organisme pour s'adapter à des changements. Mais lorsque ce stress-là est maintenu sur une certaine période, ça peut être néfaste pour le corps, ça peut rendre malade. Oui. Effectivement, ça rend malade. Donc, vous voyez que non seulement la procrastination va influencer la perception qu'on a de nous, notre estime va influencer notre état de santé, donc notre état de bien-être mental. La procrastination va également influencer l'exécution de nos projets, notre rapport au temps, mais elle va aussi influencer le regard que les autres ont sur nous. Parce que si on a tendance à être une personne qui passe son temps à remettre à demain, on ne sera pas digne de confiance aux yeux de nos responsables ou aux yeux des gens qui veulent entrer en interaction avec nous. Bien sûr. On se dit, ce gars-là, il prend son temps pour faire les choses et puis en fin de compte, il ramène un travail bâclé à la dernière minute. Alors, toujours dans le même sujet, hein, est-ce que la procrastination peut être considérée comme un trouble psychologique? Parce que c'est naturel, mais quand ça devient exagéré, franchement... ça fait peur. Il y a des traits de caractère qui peuvent être pathologiques. Vous voyez, donc il y a certains types de personnalités qui peuvent être, qui ont besoin même d'un accompagnement psychologique ou un accompagnement psychiatrique ou de la psychothérapie pour pouvoir se remettre. Donc, effectivement, il y a des personnes qui, en fonction de ces traits-là, peuvent se référer à un psychiatre. Tout va demander, bien évidemment, l'expertise de celui à qui elle s'adresse pour diagnostiquer est-ce que ça, c'est un problème qui a besoin d'un suivi particulier ou alors, avec des techniques de coaching, on peut y remédier. Est-ce qu'une personne qui est dans on va dire une personne victime, hein, permettez-moi le mot, est-ce qu'elle en est consciente? On peut attirer, ou certains comportements peuvent attirer notre attention, ou certains facteurs peuvent attirer notre attention. Notamment, comment on fait ou comment quelqu'un peut faire pour se rendre compte que je suis victime ou je suis en train de procrastiner régulièrement? C'est déjà, dans un premier temps, faire une sorte de parallèle entre les projets qu'on avait déjà en début d'année et puis le niveau d'exécution de ces projets-là. Ou est-ce qu'on est suffisamment satisfait de notre niveau d'exécution par rapport aux projets qu'on avait souhaité réaliser? Deuxièmement, est-ce qu'on est constamment dans l'urgence, constamment en retard, constamment stressé à cause des actions qu'on n'a pas pu réaliser? Troisièmement, est-ce qu'on a tout un tas de projets inachevés? Quatrièmement, est-ce qu'on a cette habitude-là systématique de repousser des choses importantes pour nous? Parce que c'est vrai, on peut remettre à demain des choses qui ne sont pas importantes sur le coup, mais quand on sait que c'est important, il y va de notre responsabilité pour accomplir la chose, ça dépend essentiellement de nous et puis ça a un fort impact sur notre organisation ou même sur notre vie et qu'on a tendance à remettre à demain ces choses importantes-là, c'est des signaux d'alarme. Voilà. Donc avec ces signaux d'alarme-là, une personne peut se dire, attention, je dois faire quelque chose pour m'en sortir, surtout quand ça perdure dans le temps. Voilà un peu. Celui qui remet à demain est un paresseux? Je ne dirais pas cela, pas systématiquement, puisque j'ai dit que cela peut être positif dans certaines situations. Voilà.
Donc, ce n'est pas systématiquement un paresseux. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est de faire promptement ce qu'on doit faire. Dites-nous, quelle peut être la réaction? C'est vrai qu'on s'intéresse à cette personne qui demeure dans la procrastination avec cet impact sur la vie familiale, vie professionnelle et tout, mais quelle pourrait être, on va dire, la réaction ou l'apport de l'entourage? C'est une bonne question parce qu'effectivement, quand on est dans la procrastination, cela a un impact sur les gens autour de nous. Alors, quand on a un environnement qui fonctionne comme nous, c'est-à-dire qui est aussi dans la procrastination, ça ne nous aide pas. Oui. Parce que vous verrez, la plupart des gens qui souffrent de procrastination se retrouvent avec leurs amis, leurs cas pour dire « Ah, vraiment, moi-même, il y a cette chose-là, je n'arrive pas à faire depuis, je perds le temps. » Et puis, ils vont trouver des gens qui vont les encourager pour dire « Bon, c'est pas toi seul, on est dedans. Oui. » tous. Donc, l'environnement contribue à plomber cette personne-là. Mais quand elle se retrouve dans un environnement de gens qui foncent, de gens qui passent à l'action, naturellement, il y a comme cette pression qui se crée. Et vous pouvez remarquer que quand, par exemple, vous étiez peut-être à la fac ou dans votre cursus universitaire, parfois on traîne pour faire les choses, mais quand on prend ses affaires et qu'on va en amphithéâtre, où on voit tous les gens sont en train de bosser, il y a un qui est en débardeur, qui a son café devant lui, avec les coups. Il y a comme une énergie qui nous vient. Et puis nous aussi, on s'est dit, il faut qu'on se mette au travail là. On est en train de perdre le temps. Donc, l'environnement a une influence sur notre tendance à agir avec efficacité. Donc, si une personne se retrouve dans un environnement qui favorise son passage à l'action, elle passera à l'action. Mais si elle se retrouve dans un environnement qui accepte la situation, qui réconforte, naturellement, elle restera dans ce comportement-là. Bien sûr, comme des proches même qui disent « Ah, lui, là, c'est comme ça, on le connaît pour ça. » C'est comme ça, il est. Il va revenir. Et on s'habitue à ce genre de choses. Justement. Alors, premier pan, bien sûr, de ce sujet, la procrastination, impact et cause. Que retenir? Alors, il faut retenir que, déjà, il y a des signaux d'alarme. Il y a des signaux d'alarme auxquels il faut être attentif. Notamment, la tendance ou l'insatisfaction qu'on a par rapport au niveau d'exécution de nos projets, notre rapport au temps, le fait que nous soyons toujours stressés, toujours sous pression, un peu désorganisés, à faire les choses à la dernière minute, c'est des signaux d'alarme qui nous disent que, attention, il y a un travail à faire pour sortir de cet état ou de cette tendance qui va avoir un impact sur tous les aspects de notre vie. Voilà un peu ce qu'il faut. Merci beaucoup au docteur Serge Coucougnon. Voilà notre invité de ce jour pour le coaching dans Matin Bonheur. Voilà, on aura plaisir à vous recevoir et à encore échanger sur ce sujet très important. Mais les amis, évitons, je me mets dedans aussi, évitons de remettre à demain. Il faut faire ça maintenant, urgent ou pas. Je pense qu'il faut faire, mais dans une classification. Hein. D'abord les plus urgents et ensuite les moins urgents et tout. Vous allez nous dire aussi par quoi on doit véritablement aussi commencer. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Excellente journée. La suite de cette émission, ce sera dans quelques instants avec un autre consultant, une consultante, pour évoquer un sujet qui nous concerne tous. Installez-vous bien devant votre poste récepteur. Michel Tanon-Lora, j'ai envie de dire, chacun prend son tabouret. Voilà, on va parler aujourd'hui des visions divergentes, sources de conflits dans le couple après ceci. Conseillère conjugale, Michel Tanon-Lora, avec elle, les visions divergentes, sources de conflits dans le couple. Sujet très intéressant. Oui, sujet très intéressant, voire incontournable, parce que, comme il faut le savoir, le couple, c'est un projet de vie, c'est une entreprise avec 2 promoteurs. Alors, quand on se met en couple, et ça veut dire qu'on se projette avec cette personne-là pour le reste de notre vie, même si malheureusement, parfois, en cours de chemin, on se sépare. Mais on va partir sur la base du fait qu'on se met en couple pour rester tout le temps ensemble et pour toujours. Et il peut arriver qu'il y ait des conflits dans le couple parce que, justement, on n'a pas la même vision par rapport à la direction qu'on veut emprunter, soit seul, soit avec le reste de la famille qu'on aura composée. OK. De ce fait, qu'appelle-t-on vision divergente? C'est vrai que quand on se met ensemble, on est obligé de regarder dans la même vision, mais on a nos comportements, on a nos familles, on a nos cultures. Tout à fait. Il y a 2 aspects qui peuvent influencer la vision, c'est-à-dire le rapport à soi, comment je me positionne par rapport à moi-même, comment je me vois.
et comment je socialise. Si je suis une personne introvertie et casanière, par exemple, et que je me mets en couple avec une personne extravertie et qui aime bien vivre dehors, socialiser beaucoup, vous voyez déjà qu'on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas la même attirance pour les grands groupes. Et déjà, ça nous fera une vision divergente parce que le mode de vie de l'un n'est pas compatible avec celui de l'autre, sauf si on fait d'énormes compromis. Ah, j'imagine. Et les compromis répétés qui font qu'on ne se sent plus dans sa propre vision ou à sa place dans une relation finissent par vous frustrer et vous démotiver. Donc, du coup, vous perdez de l'intérêt pour la relation de couple, vous perdez aussi de la motivation. Merci beaucoup pour tous ces mots. Eh bien, nous allons, avant de revenir à vous, Michel Tanon-Lora, nous allons écouter des populations qui se prononcent bien sûr sur ces visions divergentes, sources de conflits dans le couple. C'est au micro de Pascaline Kwame. C'est le choix de la maison. Voilà, moi je voulais un appartement, lui voulait une maison basse. Bon, on a lutté longtemps. Bon, vers la fin, il a eu raison, on a pris la maison basse. Le choix de l'école de l'enfant. Il voulait une école publique, comme l'école publique est dans la cité. Moi, je voulais une école privée. Bon, là, on s'est titillé. Cette fois-ci, c'est moi qui ai eu raison. Juste après la crise, tout le monde allait vers les deux plateaux. Et moi j'ai pu avoir une autre maison à Boubou. Elle n'a pas souhaité qu'on aille là-bas. Mais cette divergence de vue a fait que je me suis imposé. Parce que la maison de Boubou était plus grande et puis était un peu plus spacieuse et moins chère par rapport à celle des deux plateaux. Il y a encore ce même problème qui s'est posé sur le choix du quartier quand il fallait construire une maison. Alors, elle préférait les deux plateaux, enfin, la Riviera Bergerville, et moi j'ai préféré Songon. Bon, ce point de divergence-là a fait qu'il n'y a pas eu d'entente, mais finalement, c'est mon point de vue qui a primé. Parce que Songon, le terrain était de moitié moins cher que celui de Bergerville. Madame veut regarder Nouvelas alors qu'il y a un match de Ligue des Champions et il y a une seule télé. Donc forcément, vous êtes obligé de vous plier. Et quand c'est comme ça, je sors. Je préfère aller dans un maquis et puis regarder mon match tranquillement. Chez nous, souvent c'est la télévision. Souvent, je vais regarder mon feuilleton, monsieur veut regarder le ballon. Donc, quand c'est comme ça envoie les petites histoires. Souvent, je suis obligé de me lever devant la télé et puis lui, il gagne. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé d'acheter une télévision et puis mettre dans la chambre pour moi. Pas du cas de la télé, par exemple, à la maison, pour que les enfants puissent rester à la maison. Parce que si vous monopolisez seule la télé, les enfants sont obligés d'aller ailleurs, hein, et même madame également. Donc, il faut organiser les choses. Quand c'est bien organisé, chacun a son temps et chacun assiste. Moi, souvent, je regarde les clubs de petits là aussi avec les enfants. Souvent aussi, l'émission de madame, j'assiste et ainsi de suite. Et puis, ça va. Michel Tanon-Lora, on vient d'écouter là, c'est, on va dire, du plus simple au plus fort, voilà. La télévision, on se bat là-dessus, on se bat sur le choix de l'école, bien même du quartier. Il y a une qui a dit, on a lutté jusqu'à... Oui, c'est compliqué, on a lutté. En fait, ça démontre la perception qu'on a de l'échange sur ce qui nous oppose. Parce que la dame dise « on a lutté » et le deuxième intervenant a dit « je me suis imposé ». Donc vous voyez que c'est très conflictuel, alors que vers la fin, le dernier intervenant, lui, il a parlé de compromis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ne pas avoir la même vision, on peut ne pas être d'accord sur un fait, comme sur le choix de l'école de l'enfant, par exemple, mais il faut argumenter parce que quand on se projette dans une école publique ou une école privée, c'est parce qu'il y a des aspects qui nous plaisent. Donc, quand le conjoint n'est pas d'accord, c'est peut-être parce qu'il n'a pas perçu ces aspects-là comme intéressants pour la famille. Donc, en argumentant, on met ces aspects-là sur la table et on les expose. Une fois qu'on a écouté l'autre, on voit si, effectivement, ces arguments tiennent la route ou non. Mais quand il n'y a pas de discussion, il ne peut pas y avoir de compromis. Parfois, le compromis se fait d'un seul côté. Comme le monsieur qui a dit qu'il regardait les dessins animés avec ses enfants et tout,
parce qu'il trouve qu'il ne veut pas faire de bagarre. Donc ce compromis-là, il le fait, mais comment les autres le perçoivent? Parce que c'est quand même une privation. Il n'a pas envie de regarder un film et il a envie de voir son match, mais comme il pense à l'autre, il se plie. Il a même dit « je me plie ». Donc quand l'autre se plie, il faut qu'on ait conscience que c'est un sacrifice qu'il a fait et lui donner en retour la monnaie de sa pièce. Autrement, ça devient quelqu'un qui a l'habitude de faire des sacrifices en face d'une autre personne qui fait ce qu'il veut, qui fait son chemin, qui fait sa vie sans tenir compte des sacrifices en face. Et cela peut être préjudiciable pour la relation. Pour la relation. Alors, on a l'éducation, on a la culture, on a nos traditions et tout. Tempérament, on a le caractère. On a nos habitudes, nos attitudes. Oui. C'est quoi les causes réelles de ces conflits et de tout cela? Eh bien, les conflits interviennent lorsqu'on est surpris de la position de l'autre ou de l'opinion de l'autre. Une fois qu'on est surpris, on se dit « je ne m'attendais pas à ce qu'il pense ça de tel sujet, par exemple ». Il peut y avoir la surprise simple, il peut y avoir aussi une surprise qui entraîne un choc parce qu'on se dit « waouh, c'était pas du tout ce que je pensais ou je ne m'attendais pas à ça de mon compagnon ou de ma compagne ». Donc, lorsqu'il y a un choc, ça veut dire que la surprise impacte encore plus violemment l'un des conjoints. Donc, qui dit impact violent dit besoin de réparer cette perception-là. S'il y a un impact violent qui se traduit par un choc, on doit en parler et on doit réparer le choc. On ne peut pas passer outre un choc et poursuivre la relation comme si de rien n'était. Ça voudrait dire qu'on fait fi du malaise occasionné par une de nos réactions ou par une proposition que notre conjoint n'attendait pas et qui le dérange, mais qu'on passe par-dessus. Et cela occasionne un malaise qui peut s'enraciner. Il y a aussi l'intransigeance. Quand on n'est pas du même avis et que l'autre en face est intransigeant, ça aboutit à des disputes, à des conflits. Si on refuse catégoriquement d'écouter l'autre, de le laisser s'exprimer, d'intégrer son point de vue ou ses propositions à la décision finale, là aussi, il peut y avoir des conflits. Et il y a le manque de souplesse. Il y a des gens qui sont tellement rigides que la proposition qu'ils font, elle est juste à prendre ou à laisser. On ne peut pas vivre en couple, en famille, en ayant cette façon de faire, de dire c'est à prendre ou à laisser parce que je suis le chef de famille ou parce que je suis ton épouse ou parce qu'on ne peut pas se croire tout permis et ne pas laisser d'espace à l'autre, aux autres, pour s'exprimer et pour s'épanouir. Parce qu'en principe, une relation de couple, c'est fait pour s'épanouir. Si on est tellement bridé qu'on ne s'épanouit plus, ben on se flétrit dans la relation et on se déconstruit. Est-ce qu'on doit être, on va dire, éventuellement passif, hein, on doit céder pour pouvoir éviter des conflits? Céder ne peut pas être un mode habituel de résolution de conflits, ni de divergence. Quand on n'est pas d'accord, on parle, on argumente et on justifie son point de vue. Parce que céder, c'est un peu comme une fuite en avant, c'est un peu comme baisser les bras, c'est un peu laisser l'entière responsabilité ou l'entière décision à l'un des conjoints. Il y a des familles où les hommes se débarrassent sur leurs femmes pour certains sujets, comme l'école des enfants, l'encadrement des enfants, la gestion domestique, et ils n'apportent que l'argent. Et là, il y a un dysfonctionnement parce que pour asseoir l'autorité du papa, par exemple, qui apporte que l'argent et qui n'est jamais présent, mais les enfants ont besoin qu'il s'implique un peu plus. Alors qu'il y a des conjoints qui pensent qu'en mettant les moyens à la disposition de madame, elle peut tout gérer, mais elle ne peut pas tout gérer, elle peut régler les factures, c'est vrai, mais en termes d'autorité parentale, en termes d'éducation d'enfants, les enfants ont besoin d'avoir le concours des deux parents pour les intégrer à leur éducation. Je suis sûr que ma question vous fera sourire donc. Que pensez-vous de ceux qui estiment qu'il faut prendre le temps de bien connaître son partenaire, étudier son partenaire avant même le mariage ou avant même d'habiter ensemble? Est-ce que cela est réaliste ou possible? C'est vivement recommandé, c'est vivement recommandé. C'est vrai qu'on ne finit jamais de connaître une personne, mais il y a un minimum. Il y a un minimum, c'est-à-dire les goûts d'une personne, les tendances, le caractère. Tout à l'heure, le coach Koukounion a parlé de procrastination.
Oui. C'est un facteur de conflit dans beaucoup de couples parce que quand on responsabilise son conjoint ou sa conjointe et que cette personne retarde l'exécution de ce volet-là, ça peut mettre en difficulté toute la barque familiale. Donc, il faut qu'on étudie la personne pour savoir qu'est-ce que je peux attendre de cette personne et quel effort ça va me demander. Si je n'étudie pas la personne, je n'aurai pas un plan d'action pour combler ces défaillances ou ces points faibles. Si c'est une personne qui est peu motivée ou qui n'aime pas aller vers les gens et que je lui demande d'aller à la réunion de rentrée des enfants, à l'école des enfants, c'est vrai que cette personne-là ne sera pas confortable. Donc, si on a eu le temps d'étudier notre compagnon ou notre compagne et qu'on a vu cet aspect-là, par exemple, chez elle, on saura que quand il y a une réunion de famille, c'est nous qui allons nous y coller. On ne sera pas surpris parce qu'on aura eu le temps de mettre en place une stratégie pour combler ce côté-là. Ce côté-là. C'est pour ça qu'il faut du temps pour se connaître et savoir faire une répartition des tâches. Du temps pour se connaître, on étudie en dehors de la vie à deux. Est-ce que quand on y entre, on continue encore l'étude? Bien sûr, parce que chaque étape de la vie a des situations. Et chaque situation va révéler une facette de notre personnalité. Donc, par exemple, en cas de perte d'un emploi, il y aura une réaction. Celui qui a perdu son emploi peut entrer en dépression, peut ne plus être jovial, alors que pendant qu'il travaillait, il était jovial. Donc, il y a beaucoup de changements. Et il va falloir intégrer ces changements-là à la communication dans le couple et à l'interaction dans la famille. On ne peut pas rester indifférent aux événements qui impactent fortement la vie de l'individu au sein du couple. Si j'ai eu une promotion au travail, je suis contente, ça va nous apporter un peu plus d'argent, mais quelles sont les conséquences dans la famille? Il faudrait que le compagnon aussi puisse savoir qu'une pièce a deux faces et que s'il y a un bon côté, du coup, le mauvais côté, c'est que la personne sera moins présente à la maison. Donc, est-ce que le compagnon est prêt pour suivre les devoirs des enfants, pour faire des tâches que je ne pourrai plus faire parce que mon travail avec la promotion me prendra un peu plus de temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut discuter et trouver des compromis, pas imposer ni se plier. Alors, on va aller maintenant dans un aspect un peu plus important, à côté du choix de la télé ou même des couleurs des draps et tout. Comment devrait se faire, ou bien comment on devait se décider, le choix de la religion des enfants si, par exemple, les deux parents sont de religions différentes? Mais déjà, le fait que les deux parents soient de religions différentes, ça montre une ouverture d'esprit. Parce que si c'est un problème vraiment pour eux, ils ne se mettent pas ensemble, soit parce que la famille influence, soit parce qu'ils veulent absolument rester avec des personnes qui sont du même bord religieux qu'eux. Lorsque les religions des conjoints sont différentes, il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, naturellement, on a tendance à croire que mon enfant sera de la même religion que moi parce que je vais l'éduquer. Alors, les enfants en bas âge sont souvent avec les mamans. Donc, si par exemple la maman est musulmane, elle aura tendance à préparer ses enfants pour aller à la mosquée avec elle. Si elle est pratiquante, si elle est chrétienne, c'est la même chose pour aller à l'église ou au culte du dimanche. Et quand l'enfant va grandir, il va poser des questions. Donc, il y aura des cérémonies, il y aura par exemple, en ce moment, c'est le moment de jeûne musulman. Il y aura tout ça que l'enfant va voir et il va connaître. Mais à un moment, il va être libre de choisir. À ce moment-là, les parents peuvent lui recommander un choix, lui laisser la liberté ou alors lui imposer. Très souvent, c'est le papa qui veut imposer sa religion parce qu'il a l'impression que c'est un de ses attributs en tant que chef de famille de l'idée religieusement aussi ses enfants, sa progéniture. Oui. Alors, un autre sujet encore important, si par exemple les parents ont des divergences sur comment parler de sexualité, par exemple aux enfants, ou même le moment idoine pour le faire, quelle serait la démarche pour l'un ou pour l'autre? Vous savez, parler de sexualité à nos enfants, c'est quelque chose qui est très, très délicat et on n'est jamais vraiment confortable. Donc, ce qui se passe dans ce cas-là, en général, on laisse la patate chaude entre les mains du parent qui a l'air de s'en sortir le plus ou de s'entendre mieux avec les enfants ou de savoir mieux y faire.
parce que parler de son intimité déjà avec son conjoint, ce n'est pas évident et ça devient encore plus difficile lorsque la question doit être abordée avec nos enfants. Donc ce qu'il faudrait, c'est faire un sas. Si par exemple la jeune fille, l'adolescente, a des émois, qu'elle s'en ouvre à son papa ou à sa maman, c'est parce qu'elle est plus à l'aise avec cette personne-là. Donc le papa ou la maman confident de l'enfant doit partager avec son conjoint, mais sans que l'enfant sache que l'autre parent à qui il n'a pas décidé de parler est déjà au courant. Ça rime à quoi? Eh bien, ça rime justement à ce que les deux parents soient au même niveau d'information sur les centres d'intérêt sexuel de leurs enfants et sur le niveau aussi de progression de l'enfant par rapport au sujet de la sexualité, parce que les enfants grandissent, ils vont forcément être confrontés à des choix sexuels, à des décisions, et il faut qu'ils soient accompagnés par les parents. Donc le plus important, c'est de ne pas laisser les enfants sans encadrement. Et la stratégie que la famille mettra en place devra être une stratégie optimale pour ne pas que l'enfant qui s'est ouvert à sa maman soit gêné après, ne veuille plus aller à table ou bien se sente trahi parce qu'elle a compté sur la confidentialité qui n'a pas été respectée. Donc lorsqu'un parent a un secret sexuel de l'enfant, il ne faut pas qu'il le garde pour lui seul. Pourquoi? Parce que l'enfant appartient aux deux parents et il faut que les deux parents avisent pour savoir quelle est la conduite à tenir et ils enverront ensuite un représentant des parents vers l'enfant. Ce sera celui que l'enfant aura choisi comme confident ou celui qui se sentira le plus confortable avec la question de la sexualité des enfants. Alors, un autre sujet encore. Oui. On fait le tour, hein, parlant de visions divergentes. Si l'un des partenaires n'apprécie pas le cercle d'amis, vous avez des amis avec qui vous êtes depuis tout jeune, vous avez cette grosse et grande affinité, mais si l'un des partenaires n'apprécie pas ce cercle d'amis, qu'est-ce que vous devez faire? On s'en sépare parce qu'on est marié, parce qu'on a quelqu'un dans notre vie, ou on essaie quand même de trouver le juste milieu? Bien, écoutez, on ne peut pas se couper de nos relations radicalement parce que le compagnon ou la compagne n'approuve pas. Il faut savoir qu'est-ce que le compagnon ou la compagne reproche à nos fréquentations. Donc, à partir de ce que la personne reproche, on pourra aviser. Si c'est que la personne est trop présente, trop envahissante dans la vie du couple, là, on va la rendre moins envahissante. Il y a des personnes, il y a une jeune dame, par exemple, qui avait été élevée par sa grande sœur. Et quand elle s'est mariée, sa grande sœur continuait de la tutorer. Donc, quand son mari lui remettait le budget de la famille, elle allait remettre cet argent à sa grande sœur à l'insu de son mari. Et un jour, le mari a demandé « Est-ce que tu peux me prêter 30 000 francs de l'argent que je t'ai donné ce matin ?» Elle a dit « Il faut que j'aille chez ma sœur pour le récupérer parce que c'est elle qui le garde. » Donc le monsieur a été choqué parce qu'il ne savait pas que sa belle-sœur était au courant de ces informations financières-là, de son budget familial. Il n'avait pas envie, c'est quelque chose qui est personnel, donc il n'avait pas forcément envie de partager ces informations avec sa belle-sœur, mais c'était le cas. La jeune dame qui faisait ça, elle pensait faire ça parce que sa grande sœur est plus avisée qu'elle dans la gestion du ménage, mais ça a quand même créé un conflit parce que c'est des informations confidentielles du couple qui sont portées à la connaissance d'une personne qui a été choisie uniquement par l'un des conjoints et pas par les deux conjoints. Et ça peut occasionner un conflit. Alors, avant de terminer rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce sujet aujourd'hui, les visions divergentes, sources de conflit dans le couple? Ben, ce qu'on peut retenir, c'est que quand on entre dans une relation, on vient avec une offre, c'est-à-dire qu'est-ce que j'apporte à l'autre, qu'est-ce que j'apporte dans la famille, et on vient aussi avec une demande de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'attends de la part de l'autre. Donc, il faut savoir ce que nous voulons et ce que nous pensons apporter, parce que si on vient juste avec des besoins et qu'on ne se pose pas la question de qu'est-ce que j'apporte à l'autre, on a déjà un raisonnement qui est biaisé. Donc, l'offre et la demande doivent être vues de part et d'autre. Donc, quand je sais ce que j'apporte à l'autre et ce que j'attends, en cas de divergence, j'ai plus d'outils pour argumenter. Parce que si je ne sais pas ce que j'attends de l'autre, ni ce que je lui apporte, en cas de conflit, je vais juste ressentir un profond malaise, mais sans pouvoir forcément mettre des mots dessus. Donc, interrogeons-nous d'abord sur qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que j'attends de l'autre.
et surtout mettre au cœur de nos relations la communication. Et la bienveillance. C'est ce que je retiens aussi dans ce que vous avez dit depuis quelques minutes maintenant. Nous ajouterons qu'un couple solide est celui qui s'entraide pour corriger les erreurs et être des personnes meilleures. Merci Michèle Tanandora. Ça a été un véritable plaisir partagé avec vous sur le sujet d'aujourd'hui. On dira merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. On fait un petit coucou au groupe musical Lunaki, voilà, qu'on salue ce jour. Merci à Jacques Brou qui a conduit l'équipe de réalisation et on salue toute l'équipe éditoriale conduite bien sûr par la très discrète et dynamique, le bâton et la carotte, Madame Anzelika Eura, qui ont fait un gros coucou. Allez, portez-vous bien. À demain.